Bonjour, je m'appelle Camille Girard et je suis étudiante à la maîtrise en géographie sous la direction de Michel Garneau à l'UQAM. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon projet de maîtrise qui s'intitule Réponse synchrone des tourbières à pergélisol face au réchauffement climatique récent le long d'un gradient latitudinal au Nunavik. Alors, pour commencer, les tourbières se retrouvent en grande majorité dans l'hémisphère nord et couvrent plusieurs millions de kilomètres carrés. Les stocks globaux sont estimés à près de 450 gigatonnes de carbone et près de la moitié de la superficie des tourbières nordiques est située en zone de pergélisol et les tourbières à pergélisol représentent un stock de carbone d'environ 185 gigatonnes. Les tourbières sont des écosystèmes très importants de par leur fonction écosystémique de séquestration et de stockage de carbone. De plus, les travaux antérieurs ont déjà démontré que depuis la dernière déglaciation, les tourbières nordiques ont joué un rôle naturel dans l'atténuation du changement climatique. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, l'impact de celui-ci sur les puits de carbone, comme les tourbières nordiques, n'a pas encore été suffisamment documenté. En 2019, Environnement et Changement climatique Canada a publié un rapport alarmant documentant un réchauffement des températures et une augmentation des précipitations au moins 2 fois plus importante pour les hautes latitudes canadiennes. De plus, une synthèse a été produite en 2021 par des experts dans le domaine des tourbières et celle-ci révèle des perceptions divergentes quant à la trajectoire des tourbières nordiques dans un contexte de réchauffement, à savoir si celles-ci deviendraient des sources ou demeureraient plutôt des puits. Des travaux ont été publiés soutenant le fait que le réchauffement climatique entraînerait un abaissement de la couche active et de la nappe phréatique, ce qui augmenterait les émissions de dioxyde de carbone et de méthane vers l'atmosphère, notamment par l'assèchement de la surface de la tourbe ou la création de mares thermokarstiques. Toutefois, de plus en plus de travaux émettent l'hypothèse que le réchauffement climatique favoriserait plutôt l'allongement de la saison de croissance des plantes, ce qui est crucial en milieu nordique, et permettrait une augmentation de la productivité primaire nette et conséquemment de l'accumulation de la tourbe. C'est donc dans ce contexte de recherche-là et sous cette hypothèse que les objectifs de ma recherche ont été développés, à savoir de documenter les changements récents dans la végétation et l'accumulation du carbone à l'échelle décennale dans 3 tourbières situées au sein d'un gradient latitudinal de pergélisol au Nunavik. Plus précisément, c'est de reconstruire les changements dans la composition de la végétation et la dynamique du carbone, d'évaluer les vecteurs de changement détectés dans les assemblages de végétation et du carbone, et finalement de déterminer la synchronicité de ces réponses dans le contexte du réchauffement climatique. Alors, les tourbières à l'étude sont situées du sud au nord le long d'un gradient latitudinal où les conditions de pergélisol, les zones de végétation et les types de tourbières sont tous différents. Le long du gradient, on retrouve des conditions de pergélisol allant de sporadique à continu et les zones de végétation de la toundra forestière, la toundra arbustive et de la toundra herbacée arctique. Les tourbières à l'étude sont donc la tourbière LEC au lac Wiyashakimi, qui est une tourbière minérotrophe pauvre. Ensuite, on a la tourbière Bon à la rivière Boniface, qui est une tourbière apalse avec des signes de dégradation. Puis finalement, la tourbière Sale, qui est la tourbière située au fond du fjord de Salwit et qui est une tourbière à polygone de gel. Pour chaque tourbière, 2 transects opposés ont été disposés aux limites externes des tourbières, le long desquelles 3 ou 4 carottes de tourbe ont été récoltées, à raison de 6 pour la tourbière LEC, 6 pour Boniface et 8 pour Salwit, pour un total de 20 carottes de tourbe. Les transects ont été positionnés dans la bordure forestière, à la limite externe du couvert de sphaigne, dans des sites à drainage intermédiaire. Pour Salwit, ils ont été disposés de part et d'autre d'un polygone de gel, où se trouve au centre une mare végétalisée. De nombreuses analyses ont été réalisées sur l'ensemble des échantillons, soit les macrorestes végétaux, la perte au feu et le C/N. De plus, pour établir des chronologies robustes et à haute résolution, un total de 49 dates au carbone 14 ont été effectuées, couplées à la technique de datation du plomb 210 qui a été réalisée également sur l'ensemble des carottes de tourbe à un intervalle de 1 à 2 cm. En plus, il y a des analyses statistiques qui ont été réalisées sur les données climatiques et les taux d'accumulation du carbone. Alors, pour commencer la section résultats, on a dressé un portrait climatique robuste qui vient confirmer un réchauffement et un allongement de la saison de croissance. La section A du graphique ici à gauche avec les degrés jours de croissance au-dessus de zéro en axe des Y montre les résultats de l'analyse ChangePoint qui a détecté un point de changement
pour chacun des sites entre 1992 et 1994, donc vraiment au début de la décennie 1990. Ça signifie qu'il y a une augmentation marquée du nombre de degrés jour de croissance à partir de ces points de changement détectés pour l'ensemble des 3 sites, et ça signifie donc un allongement de la saison de croissance. Ensuite, l'analyse des tendances significatives est venue confirmer un réchauffement des températures moyennes annuelles pour la période de 30 ans 1988-2017, qui se traduit par une augmentation de 0,7 degrés Celsius par décennie, comme on peut voir dans le panneau B. En ce qui concerne les précipitations, les tendances étaient statistiquement non significatives. Cette analyse-là a également été conduite pour les saisons, pour l'ensemble des sites, et le site le plus nordique de Salwit affiche un réchauffement le plus important en hiver. Alors, je vous présente ici les reconstructions des assemblages de végétation ainsi que la dynamique du carbone qui sont regroupés par tourbière, et ça représente essentiellement mon objectif numéro 1. En axe des Y, on a les années de 1900 à 2019, suivi de la composition végétale des carottes de tourbe de chacun des transects, ainsi que le taux d'accumulation du carbone en continu, la densité sèche, les taux d'accumulation de la tourbe, le ratio C sur N, ainsi que l'année et l'incertitude de l'ensemble des changements documentés. Comme on remarque, les changements tournent vraiment autour de la décennie 1990. De manière générale, on a documenté un changement écologique synchrone et généralisé d'un assemblage ligneux et décomposé vers une dominance des sphènes, le tout associé à des taux élevés d'accumulation du carbone à la fin du 20e siècle. Alors, plus spécifiquement, pour la tourbière LEC, on observe une transition très marquée entre des assemblages associés au petit âge glaciaire et de la sphène récente. Ces assemblages qui sont associés au petit âge glaciaire sont caractérisés par une tourbe ligneuse, donc ce qui est en brun dans le graphique, très décomposée, des valeurs de densité sèche élevées, un ratio C sur N faible, et des taux d'accumulation de la tourbe et du carbone qui sont très bas, liés à la présence de pergélisol à ce moment-là. Pour la tourbière de Boniface, celle-ci est également caractérisée par la même transition d'assemblage ligneux et décomposé vers de la sphène récente, en plus d'afficher une paludification très récente du site de carottage entre 1950 et 1980 environ. Finalement, pour la tourbière de Salwit, on observe moins de tourbes ligneuses parce qu'on est situé au-dessus de la limite nordique des arbres. Par contre, on a documenté des patrons d'accumulation de tourbes différents de part et d'autre du polygone échantillonné, comme vous pouvez voir dans les cercles rouges, ce qui traduit une forte influence des conditions locales du site, où les vents dominants auraient favorisé une accumulation différentielle de la neige entre l'un et l'autre des côtés du polygone, ayant eu une influence subséquente sur plusieurs paramètres liés à l'accumulation de tourbes lors de la saison de croissance et la saison de dégel. On a également documenté la dynamique du carbone depuis 1950 pour les 3 sites, ainsi que par période d'intérêt, comme on peut voir dans le panneau de droite. Les résultats illustrés par les boxplots sont tous statistiquement différents et ont été testés avec plusieurs ANOVA. Alors, depuis 1950, on observe une grande variabilité dans l'accumulation pour le site de la tourbière LEC, une importante accumulation pour la tourbière de Boniface, notamment à cause de la mise en place récente, et une faible accumulation pour la tourbière de Salwit, due entre autres à une haute teneur en sable dans la tourbe. Finalement, on remarque aussi sans surprise une plus importante accumulation depuis 1990 pour la période plus récente où les processus de décomposition sont encore en cours. Et puis, on rappelle aussi que l'objectif du projet est vraiment de documenter l'accumulation récente et non de faire des projections pour le futur. Pour conclure, on a donc documenté le long d'un gradient latitudinal au Nunavik une réponse écologique synchrone face au réchauffement des températures de la deuxième moitié du 20e siècle, accompagnée par un allongement de la saison de croissance. Au sein des 3 tourbières, à conditions différentes, on a observé une productivité végétale accrue, dominée par des sphènes, et nous l'avons associée à des taux récents et élevés d'accumulation du carbone. Les vecteurs responsables de ces changements sont entre autres le réchauffement, l'allongement de la saison de croissance et le dégel du pergélisol, le tout entraînant une augmentation de l'évapotranspiration, mais aussi de l'humidité dans le sol.
Comme on peut voir ici à gauche, la tourbe passe d'un état gelé à un état de dégel pour finalement aboutir à un état non gelé. En d'autres mots, c'est donc des conditions adéquates pour que les phénomènes d'expansion verticale et latérale de la sphinge s'opèrent. Pour terminer, ce projet-là souligne vraiment l'importance de faire des chronologies à haute résolution et d'avoir un nombre élevé d'échantillons pour bien capter les particularités locales de chacun des sites. De plus, il vient soulever aussi la complexité et l'hétérogénéité des tourbières à pergélisol, ainsi que les rétroactions végétation, pergélisol et climat. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, j'ai soumis mon travail à la revue Environmental Research Letters, puis j'attends mes corrections. Donc, mon article devrait être publié dans les prochains mois. Puis, je tiens à remercier Nicole, Jérémy, Dupi, l'équipe du CEN, puis Michel pour leur aide sur le terrain. Merci.